Merci beaucoup à vous tous et je vous prie d'abord de m'excuser de ne pas avoir pu me rendre au Mans comme j'avais espéré pouvoir le faire lorsque j'ai répondu à cette invitation. Donc merci de supporter mon intervention en ligne, ce qui est toujours moins agréable. Je voudrais ensuite vous remercier pour cette invitation à parler aujourd'hui. C'est toujours agréable pour les chercheurs de parler avec le grand public et de partager finalement ce que nous pouvons savoir, mais aussi ce que vous pouvez en savoir et avoir envie d'en savoir plus à ce sujet. Et puis, d'emblée, je vais expliciter le titre de mon intervention. Est-ce que je peux partager mon écran? Je n'ai pas beaucoup d'images à vous montrer, j'en ai prévu que deux. Oui, normalement, vous pouvez. Oui? Normalement, vous pouvez, oui. D'accord, très bien. Donc, la question, mon intervention va s'organiser en 4 points. Le premier point, c'est qui parle. Le deuxième point, d'où parlent ceux qui parlent, où parlent ceux qui parlent, et terminer par que disent-ils finalement. Alors, pour parler de cela et pour expliciter le titre de territoire occupé, je vais juste tout de suite vous partager mon écran. Parce que je voudrais juste rappeler où se situent les Inuits, quelle partie de l'Arctique ils habitent. Donc, ils habitent l'Arctique nord-américain et du point de vue géomorphologique, ainsi que du point de vue culturel, du point de vue des premiers habitants de ces territoires, le Groenland fait partie de l'Amérique du Nord, ce qui est peut-être pour son grand malheur actuellement, mais le malheur n'est jamais avéré tant qu'il n'est pas arrivé. Donc, on peut toujours penser que ce qui pourrait advenir n'adviendra pas et que le Groenland ne deviendra pas un État des États-Unis puisque la question est d'actualité. Donc, les Inuits occupent l'ensemble de cet Arctique nord-américain depuis les rives orientales du détroit de Bering, donc à l'extrême est de la Sibérie. Donc, il y a des Inuits, on trouve des Inuits, ils habitent des Inuits dans la partie actuellement russe de ce territoire, et puis donc autour de ce détroit de Bering, et ensuite dans l'ensemble de l'archipel arctique canadien et jusqu'au Groenland, sur la partie ouest et nord de l'Alaska, et puis ensuite toute la partie nord du Canada et l'ensemble du Groenland. Cette carte, je vous la montre aussi parce qu'elle permet d'apprécier d'emblée, à propos de qui parle, la diversité des Inuits. On dit les Inuits et il y a effectivement une unité culturelle forte parmi les Inuits, mais en fait, il y a des Inuits. Tous les Inuits ne se ressemblent pas, tous les Inuits ne pensent pas de la même façon, tous les Inuits n'ont pas les mêmes vues sur ce qu'il advient du monde, donc ils ont en partage une conception et une compréhension du monde qui leur est propre et qui vient de leur partage de cette culture particulière qui est la leur, mais à l'intérieur de ce monde-là, compte aujourd'hui à peu près 150-170 000 Inuits de par le monde, entre la Russie, les États-Unis, le Canada et le Groenland, qui est fait toujours partie de la couronne danoise. On a une grande diversité, qui se décline à différents niveaux entre générations, puisque la population inuite se caractérise par sa jeunesse, avec une pyramide des âges très élargie sur sa base, mais aussi en fonction des histoires des uns et des autres, de la façon dont l'histoire coloniale a été vécue différemment selon les 4 États souverains que j'ai mentionnés, avec une antériorité de la mise en place d'un État colonial au Groenland, puisque cela date du XVIIIe siècle, un peu plus tardivement au XIXe en Russie et en Alaska qui est vendu aux États-Unis à la fin du XIXe,
et puis plus récemment au Canada où la mise en place de cet État colonial sur le nord du pays se fait au XXe siècle. Mais diversité aussi en fonction de groupes culturels qui, tout en appartenant à cette même unité inuite, ont entre eux un certain nombre de différences dans la langue, façon de parler, des questions de vocabulaire principalement, alors que la grammaire inuite est marquée par une très grande régularité, qui fait que, en dépit des différences de vocabulaire, différences de prononciation également, au bout de quelques jours, des Inuits du Groenland, de l'Alaska, du cœur du Canada, parviennent parfaitement à se comprendre dans la langue qui est la leur, la langue des Inuits. Mais il n'empêche qu'il y a des différences. Il y a aussi des différences technologiques, il y a aussi des différences dans la façon, dans l'organisation sociale, avec des organisations qui sont plus ou moins en famille élargie ou en famille plus resserrée, avec des différentes façons aussi de gérer les relations entre les différents membres d'un groupe. Pour ce qui est des différences technologiques, je vous en citerai juste une parce que c'est une des images des images d'Épinal de l'Arctique inuit, l'igloo. En fait, seuls les Inuits du cœur de l'Arctique central, en gros l'Arctique canadien, utilisaient des Inuits et maîtrisaient des igloos et maîtrisaient la technique de l'igloo. Les Inuits alaskiens, les Inupiaq, n'avaient pas d'igloo, ne savaient pas les faire. Et même chose au Groenland, où seul tout au nord du Groenland, du côté de Kranaak, là, on maîtrisait cette technique parce que en fait, elle avait été adoptée à la suite d'échanges culturels dans le cadre de mouvements de population, de voyages de population d'Inuits du nord du Canada qui étaient allés rendre visite à un moment, fin du 19e, à leurs voisins du nord du Groenland. Ce qui me permet aussi de dire que cet Arctique inuit, j'y reviendrai, est un espace de circulation où l'on ne vit pas isolés les uns des autres, sont certes de faible densité, mais très fortement habités. Et j'en viens enfin à l'explicitation promise du titre de mon intervention. Territoire occupé ne fait pas référence ni à des situations d'occupation de territoire ailleurs dans le monde, ni en fait à cette question de l'emprise coloniale sur ces régions et encore aujourd'hui sur l'ensemble de ces régions, ce qui explique aussi ce qui se passe actuellement au Groenland, mais occupé au sens d'habiter, habités par des êtres vivants qui sont à la fois des êtres humains et d'autres êtres vivants qui ne sont pas des humains, en particulier les animaux, mais aussi d'autres êtres dont les formes sont plus ou moins perceptibles à l'intérieur dans cet environnement arctique, mais également, on peut dire occupé d'une façon plus générale, mais peut-être que que mon titre était mal choisi et que j'aurais dû dire habiter pour éviter toute confusion. Puisque je parle de qui parle, très très brièvement, j'ai eu la chance d'aller dans l'Arctique canadien quand j'avais 15 ans, ce qui m'a donné la possibilité d'avoir une très longue période d'observation et de fréquentation et de connaissance des Inuits du Canada et en particulier des Inuits naïtes qui habitent l'Arctique central occidental. On ne va pas ici raffiner trop, mais je le signale parce que cette chance que j'ai eue d'y aller très jeune, avant même d'être chercheuse, m'a permis d'avoir un regard sur le très long terme des changements en cours, de la façon dont les Inuits le vivent, puisque nous, les scientifiques, nous avons toujours ce problème, cette difficulté de passer outre, de pallier au fait que nos observations sur ces terres où nous n'habitons pas nous-mêmes se fait toujours par petits moments que l'on essaye de multiplier, mais qui ne sont toujours que des moments. Ce qui est également le cas pour, en tout cas,
un nombre de relevés, notamment météorologiques, en Antarctique moins, parce que là, on arrive à avoir une présence continue, mais dans l'Arctique, c'est un petit peu plus compliqué, et heureusement qu'il y a des populations locales pour nous aider à tout cela, à condition que l'on reconnaisse la pertinence de ce qu'ils ont à dire sur leur propre territoire. Il y a donc des Inuits, et ces Inuits parlent, je sors de mon partage, voilà. Ces Inuits qui parlent, qui sont-ils lorsque ils prennent la parole pour dire leur territoire et dire ce qu'ils en pensent et ce qu'ils souhaitent qu'il advienne sur ce territoire, l'évolution qu'ils souhaitent pour lui. Ce sont à la fois des hommes et des femmes, et puis ce sont moins finalement ce que l'on pourrait appeler des politiciens que des porte-paroles. Et cette distinction est très importante si l'on veut comprendre comment les Inuits construisent finalement leur sens de la représentation. Ce sont ceux que vous entendez parfois sur les ondes, ceux que l'on voit prendre la parole dans différentes sphères. Ce sont des personnes qui ont souvent des mandats politiques, qui sont des élus, mais ils se pensent comme des porte-paroles. Ce qui signifie que leur rapport à leurs électeurs est toujours un rapport très étroit. Dans la culture inuite, on prend garde de ne pas parler pour les autres. Et donc, la position de ces Inuits qui prennent la parole dans d'autres cercles que les leurs est une position mûrement réfléchie de leur part. Alors, ces porte-paroles, voilà, d'où parlent-ils? C'est extrêmement important de savoir où l'on se situe quand on parle. Leurs ancrages locaux sont pour eux extrêmement importants. Mais ils parlent aussi du point de vue de leur positionnement, d'un positionnement qui est construit dans ce lieu intermédiaire entre, souvent les Inuits ont qualifié eux-mêmes ils se disent entre deux mondes, le monde inuit et le monde des Krathbunards, celui de notre propre culture. Et mais quand ils se disent entre les deux, en fait, l'expression est mal traduite dans nos langues parce que ils se pensent dans les deux à la fois. Il ne s'agit pas d'être dans alors parfois c'est un peu inconfortable, mais le propre des Inuits, c'est de pouvoir vivre dans un milieu où on n'est jamais trop sûr si on est sur quelque chose de solide, la banquise, ou quelque chose de liquide, la mer. Donc cette position-là n'est pas une position particulièrement compliquée pour eux à concevoir. Je ne dis pas que c'est pas toujours confortable de la vivre, mais elle n'est pas forcément difficile à concevoir. Et les Inuits qui prennent la parole aujourd'hui, ils sont comme tous les Inuits dans ces deux mondes. En fonction de la génération à laquelle ils appartiennent, ils sont dans le monde inuit, le monde culturel inuit n'est pas exactement le même, parce que la culture a changé. Mais notre propre culture a changé aussi. Donc il ne faut pas considérer, c'est une grosse erreur, de penser que d'un côté, il y aurait les vrais Inuits du temps archaïque, etc., qui maîtrisent tout le savoir inuit, et puis aujourd'hui, des Inuits qui savent moins, ont perdu leur culture. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est pas du tout comme ça qu'ils le pensent et qu'ils le vivent. Donc ça, c'est un point auquel ils tiennent tout particulièrement. Il n'y a pas de discours. Il peut y avoir des inquiétudes, comme dans nos propres sociétés, sur vers où va la nouvelle génération, qu'on a toujours plus de mal à comprendre que la sienne. Mais la chance que j'ai eue de vivre des longs moments ou plus courts moments dans l'Arctique depuis maintenant 45 ans, me permet d'affirmer de façon très certaine que les nouvelles générations sont aussi capables et aussi en proximité
avec les cultures que les précédentes. Simplement, ça n'est plus exactement la même. Ceux qui prennent la parole ont comme particularité peut-être d'avoir dans cette expérience partagée d'une immersion dans les deux mondes, d'avoir eu, parfois dans le cadre d'expériences douloureuses, ça n'empêche pas, d'avoir poussé assez loin leurs études dans le monde des Kralunark. Donc, ils maîtrisent le monde des Kralunark mieux que d'autres Inuits, des villages, des entités auxquelles ils sont rattachés. Comme tout le monde, on peut avoir plus ou moins d'appétence pour un monde ou pour l'autre. Et ceux qui prennent la parole ont souvent une grande aisance dans les deux mondes. Où parle-t-il ? Il parle devant différentes instances, et c'est important là aussi de bien pouvoir situer cela. Je calcule mon temps. De bien pouvoir situer cela, les Inuits sont présents à l'ONU, où ils sont extrêmement actifs dans le groupe de travail des peuples autochtones. Et là, il me faut aussi mentionner l'importance de l'action des Sâmes, qui habitent donc, eux, le nord de la Scandinavie et l'extrême ouest de la Sibérie, donc côté russe. Les Sâmes ont été extrêmement actifs dans les travaux de ce groupe de travail sur les peuples autochtones qui a abouti à la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones en 2007. Déclaration que ni la France, ni les États-Unis, ni la Nouvelle-Zélande n'ont signée, je vous le signale au passage. Il parle aussi devant des instances nationales, puisqu'on a des Inuits élus dans les différents parlements. Il faut mentionner là aussi l'importance du Parlement Sâme, qui est un parlement qui réunit les Sâmes de l'ensemble de la Scandinavie, Norvège, Suède et Finlande. Malheureusement, la Russie n'est pas représentée dans ce parlement et n'est sans doute pas prête de l'être. Au Groenland, vous avez une situation un peu particulière, puisque le Groenland a signé le Home Rule en 1979, est doté d'un parlement avec une responsabilité sur l'organisation et la gestion et l'administration d'un grand nombre de points relatifs à leur territoire, alors qu'au Canada, en Alaska et en Sibérie également, vous avez des instances régionales dans lesquelles vous avez des assemblées élues, législatives, mais dont les pouvoirs, le champ finalement de décisionnel est plus limité. Ils parlent aussi dans leur région et dans les localités. Ce qui, là aussi, est important de souligner, c'est l'immense importance qu'ils accordent au fait de toujours retourner vers leur base dans le cadre d'un souci de ne pas parler pour les autres. C'est-à-dire que dans la culture inuite, on considère que chacun a sa pensée propre et autonome et qu'on ne peut donc pas parler pour eux. Alors, dans le cadre des représentants inuits qui parlent, il faut bien accepter de parler pour les autres, mais ça signifie qu'ils se méfient tous du fait de dire au nom des autres ce que eux pensent, ce qui entraîne une pratique démocratique forte dans le cadre ce qu'on appellerait, nous, une consultation régulière de la base, mais qui, dans la culture des Inuits, ne prend pas tout à fait cette forme-là. Mais en tout cas, un lien qui reste très fort pour tous ces représentants avec leur localité d'origine et avec les familles élargies et l'ensemble du réseau de ceux qu'ils connaissent, qui fait aussi que les responsables sont très facilement joignables. Que disent-ils ? Alors, que disent-ils ? Ils parlent de toujours l'importance du
territoire. La première chose qu'on retrouve d'ailleurs chez tous les peuples autochtones, c'est l'accent mis sur l'importance du territoire. La deuxième chose, l'importance de la citoyenneté. Les Inuits, où qu'ils se trouvent, veulent être reconnus comme des citoyens à part entière dans les États dans lesquels ils habitent, dans les États dont ils font intrinsèquement partie. C'est ainsi que dans les années 80, une jeune Inuit avec qui je discutais me dit « mais tu comprends, nous on en a assez d'être appelés des autochtones, nous voulons être des Canadiens comme tout le monde, comme les autres, comme tous les autres ». Et cette revendication de citoyenneté, elle ne doit pas être prise à la légère, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre quels sont les points de vue des Inuits sur le monde tel qu'il va. Ils insistent aussi sur l'importance d'une autonomie pour se gérer eux-mêmes et non plus être des espèces de mineurs que l'État doit gérer parce qu'ils en seraient incapables. Et cette autonomie peut prendre des formes différentes selon les pays. Au Groenland, une aspiration de plus en plus forte à l'indépendance, au Canada, en Alaska, donc aux États-Unis, et puis du côté russe également, davantage une autonomie au niveau à l'intérieur d'une appartenance à un État qui n'est globalement pas remise en question. Cette autonomie, elle est à comprendre dans le cadre d'une culture inuite qui valorise deux choses à la fois, la capacité de chacun d'être autonome, de pouvoir se débrouiller tout seul sans avoir besoin d'être une charge pour les autres, et dans le même temps, le souci pour ces autonomes d'aider, de prendre en charge, de pouvoir être un soutien pour ceux qui ne sont pas en capacité d'être autonomes. Et là aussi, à la fois, on valorise les deux aspects dans la culture inuite. Cette autonomie, elle passe aujourd'hui par le développement économique avec un double souci. Le développement économique nécessite, notamment au Groenland, mais c'est le cas aussi dans le nord du Canada, d'accepter un développement, une exploitation des ressources du sous-sol, mais dans le même temps, avec le souci que cette exploitation des ressources du sous-sol ne remette pas en question les ressources renouvelables qui sont le propre des territoires arctiques et notamment du point de vue de la faune. Ceci se comprend à l'intérieur d'une vision du monde qui est une compréhension holiste du monde dans laquelle tout est lié. Pour les Inuits, il n'y a pas de différence entre nature et culture, l'environnement et les humains. Il y a Nuna, la terre, le territoire. Nuna est habité par les U'umayuit, qui sont les êtres vivants. U'uma, c'est la chaleur qui pulse depuis le cœur et qui permet aux êtres d'être en mouvement. Et sont U'umayuit, des êtres vivants, tous ceux, toutes celles, personnes et non-personnes, qui sont en capacité de se déplacer. Nuna, c'est aussi un monde labile qui change en permanence, qui est incertain et dans lequel il faut savoir se mouvoir, puisque se mouvoir, c'est la vie pour les Inuits, en s'adaptant aux conditions. C'est aussi pour les Inuits, au cœur de leurs paroles, le fait qu'ils sont profondément au cœur de ce qui fait le monde des U'umayuit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas isolés, ni isolés les uns des autres, et je vous parlais de ces grandes circulations à travers l'espace arctique, mais ils ne sont pas isolés non plus du reste de l'humanité. Et donc pour les Inuits, prendre la parole et être acteurs dans les décisions, dans ce qui se passe dans l'ensemble du monde, est quelque chose d'excessivement important. Ce qui les amène à se sentir très solidaires de choses qui se passent très loin de chez eux, et ce qui les amène aussi à demander cette citoyenneté pour être au cœur du monde. De la même façon qu'ils font partie du monde des U'umayuit avec les autres vivants de leur territoire, et notamment le grand gibier, les phoques, les caribous, etc. Préserver Nuna, préserver la terre, c'est préserver les U'umayuit. C'est donc préserver
les Inuits, tous les Inuits, c'est-à-dire ceux qui habitent dans les terres les plus polaires de notre planète, mais également vous et moi, puisque nous sommes tous, les uns et les autres, des êtres vivants par excellence au milieu des autres êtres vivants. Je vous remercie.